Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc on est réunis aujourd'hui pour un atelier qui s'intitule « Gérer le CO2, quelle démarche globale pour les entreprises et les territoires ». Donc je m'appelle Benoît Collet, je suis consultant au sein d'un cabinet conseil qui s'appelle Alternative Carbone, qui est spécialisé dans la stratégie carbone des organisations et dans la mobilité durable. Donc on est situé pas très loin d'ici, à une vingtaine de kilomètres. Et donc j'ai le plaisir d'animer cet atelier qui a été préparé par Isabelle Boidron d'Enerest et Guillaume Kaufmann d'ID Alsace. Alors pour introduire un petit peu le sujet, pour se lancer directement dans le contexte, j'aimerais vous solliciter en participant à un petit quiz. Vous n'êtes pas très nombreux, alors je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais vous donner quelques valeurs quantitatives et on va voir si vous savez répondre. Donc c'est des valeurs en lien avec la thématique du climat et de l'énergie. Alors je vais commencer tout de suite par une valeur, 80%. Est-ce que 80% c'est quelque chose qui vous parle? Donc je répète, un petit exercice en lien avec la thématique climat-énergie. Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Il n'y a rien à gagner. On n'est pas à l'euro-million. C'est pas ça. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas la réponse que j'attends. C'est pas ça non plus ma réponse, mais c'est pas faux. Là, on déborde un petit peu de l'atelier, je crois. Alors, les 80%, c'est la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial. Ensuite, je vous donne une date, 2008. À quoi est-ce que ça peut correspondre? Si je vous parle de l'Agence internationale de l'énergie, je vous mets un petit peu sur la voie peut-être. Vous pouvez répondre également si vous souhaitez. Voilà, effectivement, c'est la date à partir de laquelle, la date officielle du pic de production du pétrole conventionnel selon l'Agence internationale de l'énergie. Ensuite, le facteur 5. Alors là, je ne parle pas du facteur 4, mais bien le facteur 5. Alors le facteur 5, un petit peu plus compliqué, c'est le facteur multiplicatif du prix du baril de pétrole en 10 ans. Il était à peu près à 20 $ en 2002, il est à une centaine de dollars aujourd'hui, donc en l'espace de 10 ans, il a été multiplié par 5. Notre pourcentage, 75%, peut-être plus simple. Je l'ai évoqué un petit peu à l'instant, là. Michael? Facteur 4, donc c'est l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et puis j'ai une dernière valeur, donc là on a 9 milliards. Je précise que ce n'est pas le gain du dernier gagnant à l'euro-million. On n'y est pas encore. 9 milliards. La population, effectivement. Donc c'est en tendance le nombre qu'on sera à l'échelle 2050 au niveau mondial. Alors le petit exercice auquel on s'est livré là, selon moi, il illustre deux choses. Il illustre tout d'abord qu'on est effectivement dans un contexte qui est en train de se durcir, avec des contraintes énergétiques et climatiques qui sont très fortes. Et donc le titre qui a été donné à ce forum développement durable, s'adapter ou disparaître, me semble peut-être un petit peu provocateur, mais finalement pas forcément très loin de la réalité si on confronte les chiffres dans laquelle nous sommes, enfin la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que globalement, il y a une bonne appropriation maintenant sur ces enjeux par la population. Il y a un consensus scientifique. Les décideurs politiques d'entreprises sont globalement bien conscients de tous ces enjeux. Et malgré tout ça, l'action n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Et en fait, si l'action n'est pas à la hauteur des enjeux, c'est peut-être qu'il nous manque quelque chose. Et selon moi et selon pas mal de personnes qui réfléchissent au sujet, ce qui nous manque, c'est l'envie d'agir. Et l'envie d'agir, ça passe par des exemples positifs qui nous donnent envie d'agir. Actuellement, c'est vrai que parler des choses qui fâchent, ce n'est pas forcément très mobilisateur. Et donc, je pense que ça va passer surtout par des actions très positives. Et là, on a l'occasion donc d'entendre deux entreprises, deux expériences très positives. Donc, je vais saluer d'abord la présence de Sylvain Wasserman, qui est donc directeur général du réseau Gaz de Strasbourg, de José Haar, qui est responsable environnement pour Enerest. Et donc, ils vont nous présenter la démarche bilan carbone qui a été mise en place au niveau de l'entreprise. Et puis nous parler plus spécifiquement également de la démarche Carbone Progress, donc qui permet de, je pense, structurer un petit peu la démarche. Et puis on aura également l'intervention de Frédéric Fauvarc, qui est chargé de projet à l'AREPS, de Vincent Nivarlet, qui est conseiller environnement chez Shanks, donc une entreprise,
et de Julie Duvivier, qui est agent qualité, sécurité, environnement, également chez Shanks. Et donc, qui vont nous parler d'une démarche assez originale qui a été menée donc, dans une commune en Belgique qui s'appelle Seraing, une commune de 60 000 habitants à peu près, c'est ça, qui cherche à positiver et à enclencher une démarche sur le territoire de reconstruction autour justement de la thématique climat-énergie. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Monsieur Wasserman. Merci beaucoup, Benoît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je m'appelle Sylvain Wasserman, je suis directeur général d'une entreprise qui s'appelle Réseau GDS. Alors, juste une petite parenthèse pour nous situer dans le paysage. Beaucoup de gens connaissent Gaz de Strasbourg. Donc, ce qu'on appelait avant Gaz de Strasbourg, c'est séparé en 2008 en deux parties. La partie réseau et la partie commercialisation. Donc, la partie réseau, c'est Réseau GDS. La partie commercialisation, c'est Enerest, qui a rejoint maintenant un autre grand commercialisateur du groupe ES. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous essayer de faire en 10 minutes avec José, qui a conduit pour l'ensemble des deux entreprises la démarche, je vais essayer de vous dire comment une entreprise comme la nôtre, une entreprise locale, intégrée localement, comment elle peut apporter sa petite pierre à l'édifice. J'étais intervenu au Conseil de l'Europe et la problématique, il y avait un grand climatologue qui parlait des grands désastres qui nous attendaient, quelqu'un du ministère qui expliquait voilà, les grandes tendances nationales et les priorités nationales. Mais finalement, la question, c'est nous, à notre niveau local, une petite entreprise, un acteur local, comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter notre pierre à l'édifice? Parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà des grands enjeux, au-delà des grandes politiques, il y a aussi une action concrète qui est souvent territoriale et qui doit, à notre sens, être aussi territoriale. Donc je vous propose d'essayer de résumer en un transparent. Tu peux voilà, merci. On a structuré notre approche dans le développement durable en 4 étapes. Donc je vais simplement les passer rapidement en revue pour essayer d'illustrer cette action concrète et la façon dont on essaye de se remonter les manches, une petite entreprise comme la nôtre, pour apporter notre pierre à l'édifice du carbone et du développement durable. Le premier point, chaque entreprise, chaque acteur économique, ou chaque acteur d'ailleurs, a une responsabilité sur sa propre production de carbone. Et ça, j'ai envie de dire que vous soyez fabricant de chaussures, association caritative ou réseau GDS, vous devez agir sur votre propre empreinte carbone. C'est le premier niveau sur lequel les éléments classiques que vous pouvez connaître, c'est évidemment les certifications comme la 14001. Ce sont les démarches de bilan carbone. Sachant que pour être assez honnête, quand on a commencé à regarder les démarches de bilan carbone, on a vu un peu tout et n'importe quoi. Donc on s'est dit voilà, comment un peu structurer notre approche dans ce domaine-là. Et c'est ça qui nous a amené à nous intéresser à des normes européennes, en tout cas des niveaux de référence européens, qui ont permis, j'en parlerai dans un instant avec José, d'obtenir un label spécifique sur cette démarche carbone. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, ça c'est le premier niveau, c'est ce que tout le monde peut faire. Deuxième niveau, nous sommes acteurs de l'énergie. Donc à ce titre-là, nous avons une responsabilité supplémentaire. Et cette responsabilité, c'est d'abord d'accompagner nos clients, nos partenaires, dans leurs actions éco-responsables, dans leur diminution d'impact carbone. Et notamment, on a beaucoup d'actions, notamment qui avait commencé déjà en 2009, de promotion des bâtiments basse consommation, de promotion des structures énergétiquement responsables. Et en tant qu'acteur de l'énergie, vous avez une responsabilité d'aller voir les partenaires, d'aller voir les collectivités en disant un écoquartier, c'est possible. Ce n'est pas uniquement pour les grandes villes et les grandes métropoles qui ont des très grands bureaux d'études. Vous pouvez monter à l'échelle d'une petite collectivité. Nous avons 91 collectivités partenaires. On peut monter des écoquartiers, des programmes écologiquement responsables et énergétiquement responsables, et donc d'accompagner nos clients dans cette logique-là. On a d'ailleurs créé un bureau d'études, Energival, dont l'objectif est focalisé sur la réduction de consommation d'énergie. Alors, on a été, notamment, on a fait une réunion avec les syndics. Quand vous êtes syndic, donc vous êtes finalement, c'est vous qui décidez avec vos propriétaires ou qui essayez de les convaincre des dépenses que vous allez faire pour rendre votre bâtiment énergétiquement responsable. On a travaillé avec ces syndics en leur disant essayons de construire un plan d'action, une démarche, pour voir quelles sont les priorités d'analyse de là où il faut investir pour rendre votre performance énergétique meilleure et votre empreinte carbone plus faible.
Alors, on le dit d'autant plus librement que nous, Réseau GDS, on est filiale de la ville de Strasbourg, on est un acteur public, on n'a pas d'intérêt à vendre plus d'énergie. Enfin, nos modèles économiques sont compliqués, mais ce n'est pas en vendant plus d'énergie, disons, je ne suis pas dans une situation schizophrénique, où je dirais aux gens, il faut économiser de l'énergie, et puis dans la phrase d'après, je gagnerai moins d'argent à la fin du mois si réellement ils diminuent leur consommation, puisqu'on est un opérateur d'infrastructure. Donc on s'est libéré de cette problématique-là, et on a cette responsabilité de les accompagner dans un investissement utile et efficace sur l'optimisation énergétique, donc notamment avec la création de ce bureau d'études Énergival. Troisième étape, c'est l'innovation. Et là aussi, on s'est aperçu que des petits acteurs comme nous peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Alors pas complètement pour inventer et rêver le monde de demain à nous tout seuls, mais notamment avec l'accompagnement des nouvelles technologies. On s'aperçoit que dans toutes les technologies qui concernent notamment les productions de carbone, l'efficacité énergétique, vous avez la technologie et l'utilisation de la technologie. Et on s'aperçoit, on parle tous par exemple, vous prenez un bailleur social, il va lancer un bâtiment basse consommation qui émet moins, qui impacte moins en termes de carbone. Si vous ne travaillez pas sur l'utilisation de ces technologies, sur le comportement des habitants de ces bâtiments, vous passez à côté de l'optimisation énergétique. Et donc on a un travail et une action qu'on fait notamment sur des nouvelles technologies comme l'éco-générateur. Alors l'éco-générateur, c'est des nouvelles technologies en gaz naturel, donc je ne vais pas en faire la publicité, ce n'est pas l'idée ici. Mais globalement, vous prenez votre chaudière à condensation, ça fait de la chaleur, vous réutilisez la chaleur avec un petit moteur Stirling pour produire de l'électricité que vous consommez en local. Donc globalement, sans surcoût de consommation d'énergie fossile, vous pouvez utiliser cette énergie en local. Donc nous, ce qu'on a fait, on n'a pas travaillé sur cette technologie qui évidemment nécessite des grands bureaux d'études, des grands centres de recherche et développement, mais on a travaillé avec l'INSA sur les optimisations de cette technologie pour nos clients et la façon, quelles étaient les conditions dans lesquelles ces technologies pouvaient être optimisées et optimales en termes d'utilisation. Et puis en termes d'innovation, on s'est lancé dans le biométhane. Là, j'en dis un mot également. Le biométhane, c'est quoi? C'est une nouvelle énergie renouvelable. Alors on le connaît... Vous connaissez probablement tous le biométhane, qui peut venir de déchets fermentescibles, d'eau usée, du compost que vous avez dans votre jardin. L'idée étant d'extraire du biogaz de ces déchets fermentescibles. Et jusqu'à présent, jusqu'au Grenelle 2, quand on extrayait du biogaz, on le brûlait pour faire de l'électricité ou de la chaleur, ce qui est une utilisation du biométhane qui est peu optimisée. Depuis le Grenelle 2, on peut prendre ce biogaz, le purifier, et l'injecter dans les réseaux de gaz naturel, puisque finalement le biogaz et le gaz naturel, c'est là exactement la même molécule, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Donc du coup, ce biométhane, c'est une nouvelle tendance de l'énergie renouvelable, nouvelle énergie renouvelable, qui a une caractéristique importante, c'est qu'on peut produire tout ça localement, sur un territoire, et l'injecter sans consommation de carbone dans les réseaux de gaz naturel. Donc la vision qu'on est en train de déployer avec la ville de Strasbourg, c'est quoi? C'est de dire les déchets et les eaux usées des Strasbourgeois vont dans une usine d'incinération, vont dans une station d'épuration, on extrait du biogaz, on le filtre en biométhane, on le réinjecte dans les réseaux de gaz naturel, tout ça en circuit court, sans consommation de carbone. Et du coup, pour la première fois, une partie du gaz naturel qui sera dans nos tuyaux, ce sera du biométhane, donc une énergie renouvelable, avec une vision assez simple, que je formule en une phrase, c'est de faire de Strasbourg et des villes autour, des villes de notre réseau, le réseau avec le plus fort taux de biométhane, c'est-à-dire le gaz naturel le plus vert de France. Et il se trouve que c'est une très bonne illustration de la logique territoriale des enjeux sur le carbone, puisqu'en fait on est le premier site pilote en France. Alors pas parce qu'on a été les seuls à penser à l'idée, simplement parce que ces solutions nécessitent une très forte proximité entre la collectivité, entre l'acteur de l'énergie et éventuellement entre le délégataire de l'usine d'incinération, de la station d'épuration. Et que nous-mêmes étant... Vous savez que Strasbourg est une des rares villes de France avec des acteurs locaux de l'énergie. Cette structure même nous a permis d'être plus rapide que la France de l'intérieur sur ces nouvelles technologies. Et donc, voilà, on est site pilote en France et on travaille beaucoup avec le ministère sur ces projets de biométhane. Et puis la dernière étape... étant filiale de la ville, José, merci. Étant filiale de la ville, on s'inscrit dans un plan climat.
on s'inscrit dans une logique, dans une stratégie de la collectivité qui est de planifier ses infrastructures d'énergie. Et nous, en tant qu'évidemment filiale de la ville, société d'économie mixte, on a un rôle à jouer. Alors c'est sous diverses formes, sur des infrastructures, notamment des infrastructures de réseau de chaleur, notamment des infrastructures sur le gaz naturel véhicule, qui a une équation écologique intéressante. C'est du gaz naturel qui permet aux bus de la ville, qui permet aux bennes à ordures, qui permet maintenant aux voitures des particuliers de rouler dans une logique économique et écologique très performante. Donc tous ces outils d'infrastructure énergétique, on se le doit en tant qu'acteur d'apporter notre contribution et de jouer un rôle dans le cadre de ce plan climat. Alors la raison pour laquelle on a eu, on a eu une démarche originale qu'on vous présente aujourd'hui avec José, c'est la logique Carbone Progress. C'est de dire que au-delà de tout ce positionnement qu'on essaye et toutes ces actions concrètes qu'on essaye d'apporter en étant acteur local, on a travaillé sur nos bilans carbone et sur la façon, puisque finalement le bilan carbone c'est un peu transverse à tout ça, sur la façon dont on pouvait avoir une démarche de bilan carbone qui soit solide. Alors quand je dis solide, pour le dire un peu crûment, les bilans carbone des entreprises, ça a souvent été des articles dans les journaux, quoi. C'est-à-dire qu'on a souvent eu la partie un peu marketing du bilan carbone en disant tiens, je vais faire mon bilan carbone. Avec, on souffrait de ne pas avoir de normes, de référentiels qualité, de référentiels qui permettent d'avoir une démarche un peu précise, un peu normée, auditée par un organisme extérieur sur les plans carbone. Et donc l'Europe a progressé notamment avec ce label, Carbone Progress, qui relève exactement des mêmes logiques que l'ISO 14001, c'est-à-dire vous avez des auditeurs d'un organisme certifié, vous avez un référentiel, vous avez une démarche. Et on a commencé cette démarche il y a 3 ans, en fait, et on a eu la chance d'arriver à la fin de notre démarche de plan carbone au moment où sortaient ces normes européennes, ce qui fait qu'on a postulé tout de suite à ces normes européennes et on a eu la chance d'être du coup la première entreprise alsacienne et le premier énergéticien en France à avoir cette certification Carbone Progress. Donc là aussi, un décalage entre finalement notre petite taille modeste de PME et puis le fait que, parce qu'on avait eu cette démarche que je vous ai présentée en 4 étapes, parce que depuis 3 ans, on travaillait sur nos logiques de plan carbone, on a pu postuler à ces nouvelles normes Carbone Progress. Alors je vais laisser la parole à José, qui a été l'architecte de ces normes Carbone Progress et qui va vous présenter en 2 mots, puisqu'on n'a que 12 minutes, présenter en 2 mots en quoi elles consistent. Merci Sylvain, bonjour. Donc, vous l'aurez compris, moi je suis la partie opérationnelle de cette certification. Donc, comme l'a dit Sylvain, il s'agissait au départ de nous faire certifier. C'est un engagement fort de la direction. Nous n'y étions pas obligés, puisqu'on n'est pas une entreprise au-delà de 500 personnes. Donc, c'était une démarche volontaire au départ. Et donc, autant vous dire que donc, sur les 3 ans rétroactivement, plus une année de référence, qui était l'année 2008, nous ne savions absolument pas où nous allions. Nous avions comme unique référence notre certification environnementale obtenue en 2007. Voilà, on partait de là. Et donc, l'originalité de la démarche, ça a été de dire, voilà, bon, on sait environnementalement ce qu'on fait, les économies qu'on réalise, maintenant, transformons-les. Ça veut dire aussi que toutes les références de mesure, pour nous le kilowatt, le litre, l'euro, étaient à ramener à un facteur commun, qui est donc la quantité de GES émis. Donc, on a actuellement au sein de l'entreprise plus qu'une seule référence, je dirais, une seule référence de mesure qui est la quantité de GES. Ça, c'est la première, le premier bénéfice de la chose. Le deuxième bénéfice, par le tableau tout simple qu'on a fait là, donc c'est le résultat bien sûr de la certification, on peut s'apercevoir que finalement, les émissions les plus importantes ne sont pas là où on les attendait. Alors, par exemple, je peux parler des déchets produits, la climatisation, les échappements de gaz du réseau, mais aussi de nos véhicules.
vous pouvez vous apercevoir, donc les flèches sont en proportion avec les émissions de gaz émises. Bien sûr, le plus grand, la plus grosse flèche, c'est les matériaux et produits de l'approvisionnement. Donc ce sont les intrants. Et là, on a fait un effort particulier pour remonter à la source. Je vais prendre un exemple très simple, c'est l'acier qu'on achète pour nos tuyaux. On a été remonté jusqu'aux fournisseurs pour savoir si ces personnes utilisaient de l'acier recyclé dans la fabrication du tuyau. Et donc, plus l'apport de matières premières, je dirais, recyclées, est importante, bien sûr, plus ça diminue notre bilan carbone. Donc c'est vraiment une opération qui a demandé la collaboration d'une dizaine de collègues sur un an, très forte, une implication très forte, pour remonter à la source de nos approvisionnements. Le deuxième élément, c'est bien sûr le transport de ces tuyaux. Je reste toujours dans mes tuyaux acier. Et donc là, pareil, on s'est aperçu qu'en modifiant nos circuits d'approvisionnement, donc aller vers le circuit court, était très bénéfique pour nous, non seulement financièrement, mais également les émissions de gaz d'échappement. Je voulais juste... Le dernier, donc c'est nos prestations de chantier. Vous savez que nos tuyaux sont enterrés, bien sûr. Donc prestations de chantier par des entreprises co-contractantes, enfin sous-traitantes. Et donc là, pareil, effort important pour sensibiliser ces entreprises pour lesquelles nous sommes donneurs d'ordre à réduire leurs émissions de carbone. Puisqu'on travaille, par exemple, sur le GNV, il est intéressant pour nous, par exemple, d'inciter les entreprises à s'orienter vers le GNV pour leurs véhicules de chantier, par exemple. Donc, c'est également un axe très fort. Le dernier axe sur lequel je voudrais insister, ce sont nos déplacements. Donc, ce sont des déplacements professionnels, bien sûr, puisque vous savez tous, vous connaissez tous les petites voitures bleues de réseau GDS, ex-Gaz de Strasbourg. Mais il y a également les déplacements de nos agents, en fait, domicile-travail. Et là, un effort a été fait également pour les inciter à prendre les véhicules, les transports en commun ou leurs véhicules non polluants, type vélo. Et il y a un truc qui marche très bien, c'est les pieds. Voilà, Sylvain, s'il te plaît. Voilà. Donc, concrètement, ça s'est fait comment? Donc, la démarche a été initiée, je dirais, en juillet 2011. Donc, on a eu le départ. Nous avons travaillé avec une entreprise, sans faire de pub, Alexandre Moumni d'Énergie Dev, en sous-traitance. Nous avons également eu l'appui de l'ADEME pour entreprendre cette démarche. Donc, et on allait direct à la certification. Pour nous, c'était très important que ce soit, c'est pas tant l'obtention du label, mais que ce soit une entreprise partie prenante de notre organisme qui nous certifie pour une question de rigueur et surtout une question de transparence sur les chiffres. On n'a pas fait du greenwashing, c'est vraiment une certification sérieuse. Et je vais y revenir à la fin. Donc je vais aller vite. Donc la première démarche, donc c'est l'engagement, bien sûr. Hein. Donc l'engagement, c'est la direction qui dit on y va. Deuxième partie, c'est l'inventaire. Donc sur 3 ans rétroactivement, plus une année de référence. Deuxième axe, c'est l'objectif, bien sûr, et le plan d'action. Donc le plan d'action a été fait rétroactivement, donc on a repris tout simplement toute notre démarche environnementale en la traduisant en émissions de GES, et on s'est aperçu donc qu'on faisait des efforts de réduction de gaz à effet de serre sans le savoir en fait. Troisième axe, donc la mise en place du plan d'action et le suivi. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment chiffré avec cette unité de mesure commune. Et bien sûr, le dernier axe, donc c'est la certification et le label. Je voulais juste placer un mot devant mon directeur. Depuis 2002, je suis dans la certification, alors qualité, sécurité environnementale. Je dois juste dire que cette certification-là était très, très fouillée, pénible.
je dirais même, parce que ça s'est passé sur 8 jours et ça a mobilisé une bonne partie de l'entreprise pour vérifier, contrôler les 3000 données que nous avons remontées durant toute cette certification. Donc nous avons été certifiés non seulement sur le passé, mais également sur l'avenir, puisque nous sommes engagés, qui dit certification dit engagement, donc sur les 3 ans à venir, donc jusqu'en 2015. Voilà récapituler donc les économies qui ont été faites depuis donc 2008 à 2011. Bon, c'est un peu le même schéma que tout à l'heure. Il n'y a pas de grands commentaires à faire. Si vous avez des interventions, je reste à votre disposition, bien sûr. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Voilà, et simplement en conclusion, je voulais vous dire que cette démarche, bon alors évidemment pour nous une démarche d'entreprise comme celle-là, bah, c'est un peu une fierté quand même d'être le premier énergéticien en France, puisqu'on a été plus rapide que les géants qui s'y mettent aussi. Mais surtout, et ça je crois que c'est le point le plus important, ça a été une démarche d'entreprise qui a été très fédératrice avec les collaborateurs. On a eu une très forte adhésion des collaborateurs, on a eu des relais dans chacune des équipes, une très forte adhésion sur cette démarche. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que dans les grands débats sur l'évolution du climat, on a tous un peu tendance parfois à oublier qu'il ne suffit pas d'être sensible au sujet et d'écouter la radio, il faut aussi agir concrètement. Et de voir qu'au sein de l'entreprise, les salariés ont été très très motivés pour agir concrètement et pour apporter leur pierre à l'édifice, ben, je crois que c'est un point extrêmement encourageant. Merci beaucoup pour votre attention en tout cas. Merci beaucoup pour cette intervention qui était vraiment très claire. Et je pense qu'elle est bien dans le sens du débat, c'est-à-dire donner de l'élan et donner envie d'agir. On va passer sans plus attendre, parce que le temps file, donc à l'intervention suivante. Donc, alors, je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez procéder. D'abord Frédéric, donc, qui va présenter donc, la démarche territoriale. Oui. Pardon. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Frédéric Fauvarc et je travaille donc pour la REPS à Seraing. Donc, Seraing, pour vous situer, c'est une ville de 63 000 habitants qui est située donc à proximité de la ville de Liège, donc dans l'est de la Belgique. Alors, qui est la REPS? Donc, c'est une agence de redéploiement économique donc, du bassin cérésien. Et elle a été créée en 1986 pour, je vais dire, assurer la reconversion économique de Seraing. Parce que Seraing, donc, c'est un ancien chancre industriel qui a donc, accueilli pas mal d'entreprises de type ArcelorMittal. Excusez-moi. Et donc, voilà, très vite, elle a été confrontée, je vais dire, aux lois dures économiques de la délocalisation. Et donc, elle a voulu, je vais dire, assurer sa reconversion en développant cette agence locale. Alors, en 2010, donc, la REPS a porté une opération qui s'est appelée « Seraing fait son bilan CO2 ». Et donc, l'objectif de cette opération-là, c'était d'une part de réaliser le bilan carbone de la ville de Seraing et en même temps de sensibiliser les acteurs économiques par rapport justement à l'émergence je veux dire, des nouvelles réglementations, des nouvelles tendances, et de préparer, je vais dire, les entreprises du territoire voilà, aux réglementations qui pourraient émaner de l'Union européenne et du gouvernement belge. Et c'était aussi, je vais dire, une volonté de la ville voilà, de réaliser cette opération. Alors, au total, il y a 21 entreprises qui ont réalisé leur bilan carbone. Donc, ces entreprises sont de type PME. Et on avait pour l'opération aussi développé un mini bilan carbone qui s'appelait le check-up carbone.
et qui s'adressait là plutôt à des entreprises de type commerce ou indépendants en personnes physiques. Et donc, comment ça s'est passé? En fait, dans chaque entreprise, un référent a été dénommé. Et ce référent donc, a été formé à réaliser donc, un bilan carbone selon la méthode qui a été développée par l'ADEME. Et donc ici, j'ai repris quelques exemples, je vais dire, d'entreprises qui ont participé à l'opération. Alors, au niveau des résultats pour les entreprises, on n'a pas fait donc un bilan carbone global des entreprises, mais chaque entreprise a fait son bilan carbone. Maintenant, on a vu au niveau des tendances que les principaux postes émetteurs, c'est quoi? C'est donc le transport de marchandises, la mobilité du personnel, les achats de marchandises et la consommation énergétique. Donc ça, c'était les principaux postes. Alors au niveau des actions qui ont été engagées par les entreprises à la suite de cette opération-là, elles se sont surtout centrées, je vais dire, sur l'amélioration de la performance énergétique des entreprises, que ce soit au niveau des bâtiments ou du process industriel. Il y a eu aussi des actions sur le choix des clients. Donc, c'est essayer de développer, je vais dire, des produits avec une plus faible empreinte carbone. Et alors aussi, il y a eu des actions qui visaient, je vais dire, à jouer sur le comportement interne de l'entreprise. Et donc, il y a certaines entreprises qui ont décidé, par exemple, de créer une écoteam. Et donc, cette écoteam a pour objectif, je vais dire, de motiver le personnel à, je vais dire, réduire l'empreinte carbone au quotidien. Donc, pour donner un exemple, on a une entreprise qui a développé une semaine de la mobilité au sein de l'Ecoteam. Et chaque année, donc, il y a une semaine où les employés donc, sont encouragés, je vais dire, à venir en transport en commun, à faire du covoiturage ou à réaliser du télétravail. Et c'est une entreprise qui compte donc 170 personnes. Et sur les 170, il y en a 150 qui participent activement à cette action-là. Alors, donc cette action donc, de Serein fait son bilan CO2 a été réalisée en 2010. Je vais dire, dans le courant 2011, on est revenu vers les entreprises pour voir, tiens, vous avez réalisé votre bilan carbone, vous vous étiez engagé à réaliser des actions, qu'en est-il? Et on a mis en lumière que parmi les actions donc, qui avaient été engagées, 72% donc, ont été réalisées. Seuls 8% donc, n'ont pas été réalisés et il y a 16% de résultats qui n'ont été communiqués. Donc voilà, on considère que c'est quand même une belle réussite par rapport à cette action-là. Voilà, et donc je vais très vite laisser la parole donc, à Shanks, qui était une entreprise donc, qui a participé à cette opération et donc, qui va témoigner de son expérience. Bonjour à tous, moi c'est Vincent Niverlet, je suis conseiller en environnement chez Shanks à Liège. Donc je vais vous présenter la société en 2-3 mots. Donc Shanks c'est présent en Wallonie et en Flandre. En Wallonie on a quelques bassins, donc Liège, dans le Hainaut et Brabant-Bruxelles, d'accord. Et alors en Flandre on a aussi d'autres sites. On a 1200 employés donc, chez Shanks. Et qu'est-ce qu'on fait comme métier? En fait, on fait de la gestion de déchets. Donc, on fait de la collecte, du tri, et alors on regroupe, et du regroupement de déchets ménagers, déchets dangereux, principalement. On fait aussi de la gestion globale de déchets en entreprise. On fait aussi de la gestion de la propriété publique, notamment pour la ville de Liège. On fait également du nettoyage industriel. Et alors, on a aussi un bureau d'études qui fait du conseil en environnement. Voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu la société et ce qu'on fait. Oui, merci. Donc, Shanks a participé, donc Shanks Liège, uniquement le bassin de Liège dans un premier temps, a participé au bilan carbone qui était mis en place par la ville de Serein et par la REPS. Donc, on a obtenu des résultats, tout en sachant qu'il y avait un petit souci dès le départ et qu'on n'a pas pris en compte lors du bilan carbone, c'est tout ce qui est déchets. Donc, on a des déchets qu'on collecte, qu'on amène chez nous dans notre centre de tri, qu'on trie, et puis après, tous ces déchets partent en centre de traitement. Donc, on s'est posé la question de savoir s'il fallait prendre en compte tous ces déchets, étant donné que ce n'était pas nous qui les produisions, mais ça fait partie
du business de la société. Donc, quelque part, ça nous posait un problème. Donc, dans un premier temps, on s'est dit, on ne prend pas ça en compte, on met ça de côté. Et alors, si on met les déchets de côté, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la principale émission de gaz de CO2, ça vient de notre flotte de véhicules, puisque nous n'avons principalement que des véhicules qui font de la collecte toute la journée. Donc sur Seraing, on a le centre de tri et le centre de regroupement déchets dangereux. Donc là, il y a une petite activité, il y a une dizaine de personnes, mais la majorité de notre activité, ce sont des camions qui roulent toute la journée. Donc fatalement, la principale émission de CO2, ça vient de notre flotte de véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On arrive à la conclusion que, étant donné qu'on est aussi certifié ISO 14001, on s'est dit qu'on avait le devoir aussi de faire participer notre personnel donc à cette opération. Donc, on s'est dit que dans un premier temps, on allait mettre en place un formateur éco-conduite pour essayer de sensibiliser notre personnel aux émissions de CO2 et pour essayer d'améliorer leur conduite et donc diminuer notre consommation de diesel. Ça, c'était le premier projet qui permettait d'impliquer tout le monde. Et deuxièmement, le deuxième projet qu'on a voulu mettre en place, c'est de calculer le bilan carbone au niveau de toute la Wallonie et de nos différents bassins en y incluant tout ce qui est déchets, et donc collecte et traitement. Et alors ça, c'est Julie qui a pris ça en charge. Donc elle va vous présenter ça maintenant. Et moi, je reviens vers vous juste après pour vous expliquer un petit peu comment on a pu mettre en place la formation éco-conduite et ce que ça apporte comme résultat actuellement. Bonjour, donc comme Vincent l'a présenté, je suis Julie. Donc l'initiative partait au départ de Seraing. Shanks, la direction a décidé de généraliser le bilan carbone aux autres bassins et ne pas s'arrêter uniquement au combustible comme eux l'avaient calculé, mais élargir le périmètre et y introduire alors le traitement des déchets. Donc j'ai travaillé sur le bilan carbone, chercher un outil, chercher les facteurs d'émission, collecter les chiffres et voilà les résultats. Alors, donc je vous dis généralisation sur les 3 bassins. Et ici, c'est le bilan carbone uniquement combustible. C'était la première étape tout de même. Et là, on voit les mêmes résultats que Vincent. Le poste le plus important, c'est le mazout, la consommation des combustibles de tous nos transporteurs. J'ai ici des chiffres qui ont été collectés sur 6 mois. On a 3300 tonnes de CO2 émis. J'espère que vous n'avez pas retenu les chiffres que les précédents ont présentés parce que, évidemment, on est beaucoup plus haut. Mais il faut vous retenir, le bilan carbone, c'est jamais les mêmes méthodes, c'est jamais les mêmes périmètres. Donc, on évite de comparer. Ce qu'il faut, c'est comparer les émissions émises et les émissions évitées. Alors voilà, ici, ce sont les résultats du bilan carbone généralisé, donc en introduisant d'autres postes que les combustibles, tout ce qui est traitement de déchets, ce qui veut dire le compostage, l'incinération des déchets, la valorisation énergétique et aussi l'enfouissement en centre d'enfouissement technique, donc plus communément appelé décharge. Donc là, ce sont à nouveau des résultats sur 6 mois. Pour Shanks, Wallonie, Bruxelles, donc on n'avait pas compté la Flandre. Et on a donc 78 000 tonnes de CO2 émis. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, ce sont les émissions évitées. Et là, justement, notre activité de collecte et recyclage interviennent fortement, puisqu'on voit qu'on évite beaucoup d'émissions par rapport à ce qu'on émet. Vous voyez le rapport 60 000 par rapport à 78 000, c'est assez intéressant. Et on voit que le poste le plus intéressant qui nous permet d'éviter des émissions de CO2, c'est le tri et le recyclage. Je ne sais pas si vous comprenez le terme d'éviter. C'est tout déchet qui est recyclé. On considère que ce sont des déchets qui ne vont pas être produits à partir de matières nouvelles. Oui. Alors, suite à ces résultats, donc voilà, ici c'est une synthèse comme vous venez de la voir. On a dû se définir un objectif et dire, voilà, quel plan d'action, que décider. On était avec la direction, on fait avec les postes. Que pouvons-nous faire? Alors, est-ce qu'on travaille en interne avec juste nos collègues ou
on travaille avec nos sous-traitants, avec donc un périmètre plus large, et puis aussi se dire sur quel poste travailler principalement. Alors ok, c'est le poste incinération qui pèse le plus, mais on ne peut pas changer notre stratégie de traitement des déchets comme ça du jour au lendemain. On est quand même lié à certains accords, et puis on ne peut pas tout recycler, on ne peut pas tout composter. Donc on s'est rendu compte que par rapport à notre business de traitement de déchets, on ne pouvait pas facilement agir. Par contre, sur le transport et donc sur nos combustibles, on peut agir. On peut agir en interne, on peut impliquer tout le monde, on peut impliquer les employés dans les bureaux à choisir des moyens de transport plus légers et à consommer moins d'électricité. On peut aussi impliquer nos travailleurs à conduire mieux, par exemple. Et là, on revient un petit peu sur le projet d'éco-conduite. Et c'est là-dessus, comme la dernière ligne l'indique, qu'on a décidé d'orienter notre plan d'action. C'est vraiment sur les combustibles. Et donc, on est revenu, en fait, à l'étape qu'on était précédente, de travailler sur uniquement les combustibles. Donc, voilà, moi je reviens vers vous pour vous parler de l'éco-conduite. En fait, comment ça se passe, notre formation éco-conduite? Donc, on a sélectionné une personne chez nous en interne qui travaillait pour nous et qui a été intéressée par le projet. On l'a formée à l'éco-conduite via une société qui est spécialisée là-dedans, la société KDC. Donc, après sa formation, Pablo, qui est notre formateur, a commencé à voir les gens. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que pour pouvoir calculer et avoir des chiffres concrets et pour savoir si la formation éco-conduite elle marche, il faut qu'on puisse calculer nos consommations journalières de diesel. Pour ça, on a un programme. Mais première chose qu'on a constatée avec ce programme informatique, c'est qu'il était suivi à moitié. Donc les données qu'on avait, elles n'étaient pas super fiables. Donc première étape, c'était de remettre tout ça à l'ordre du jour et pour pouvoir collecter des données fiables. On commence seulement à y arriver maintenant, mais il faut bien se dire que auparavant, voilà, on a une station de tankage chez nous sur notre site. Les gens venaient tanker et apparemment, au niveau direction, on payait tous les mois les consommations de diesel, mais on ne se tracassait pas tellement de savoir si on consommait beaucoup ou pas beaucoup. Donc ça, c'était une première démarche de sensibiliser la direction et tout le personnel à l'importance de la consommation de diesel. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la formation éco-conduite, comment ça se passe? Pablo, il a un logiciel donc, sur un PC portable qu'on branche directement sur le véhicule. Et on obtient toute une série de... voilà, c'est directement ceci qu'on a sur le PC quand il est branché sur le véhicule. Donc ça calcule toute une série de paramètres. Donc le chauffeur fait d'abord un premier tour avec son véhicule, un parcours déterminé. Le formateur est avec lui et là, le chauffeur il conduit normalement comme d'habitude. Donc il fait son trajet. Ils reviennent au bureau et là, il y a une formation théorique qui est donnée par notre formateur. Et suite à cette formation, après, il refait le même tour avec le formateur, mais là, il suit toutes les indications du formateur. Donc, ça nous donne un trajet 1, un trajet 2, et puis ensuite, on constate, qu'est-ce qu'on constate? Là, le chauffeur et le formateur reviennent au bureau, on imprime la feuille ici, et alors le formateur discute avec le chauffeur. Et généralement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la consommation totale, elle diminue au trajet 2, la consommation moyenne aussi, fatalement, les émissions de CO2 aussi. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que les distances totales parcourues en freinant, elles diminuent fortement. Le nombre de freinages, c'est quasiment réduit de moitié ici sur l'exemple. Et en général, ça se passe souvent comme ça. Et alors, la distance totale parcourue sans gaz, elle diminue aussi également. Donc, parce que le formateur apprend à jouer sur toute une série de paramètres, sur l'inertie du véhicule, sur le relief, sur l'anticipation, beaucoup. Donc tout ça permet de réaliser des économies au niveau de la consommation de diesel, mais aussi au niveau de différents paramètres comme le freinage, etc. Ce qui a pour conséquence de diminuer la consommation de plaquettes de frein, de diminuer l'usure du moteur, diminuer au niveau de l'huile, donc elle est préservée et on peut la garder plus longtemps, de l'huile moteur. Donc ça, c'est toute une série de choses qui s'ajoutent en parallèle.
Et également aussi en parallèle de ça, ça permet aussi de travailler sur tout ce qui est casse et accident, parce qu'en adaptant cette conduite proactive, je vais dire, on permet de réduire tout ce qui est casse, accident, parce qu'on a une meilleure gestion du véhicule, puisque le formateur apprend également aux chauffeurs à connaître leur véhicule, ce qui n'est pas souvent le cas. On remarque souvent que le chauffeur ne connaît pas son véhicule, et la formation qui lui est donnée lui permet vraiment d'en prendre conscience. Par exemple, ils ne savent même pas généralement, enfin, par exemple, parfois, ils ne savent pas non plus prendre leur niveau d'huile, quoi. On en est là, donc c'est quand même quelque chose qui permet de prendre conscience à l'ensemble de nos chauffeurs que, voilà, ils ont un camion entre leurs mains et qu'il faut le connaître, quoi. Ce qu'on a mis également en place, c'est qu'au niveau des intérimaires qu'on prend au niveau des chauffeurs, il y a une sélection qui est faite maintenant. Donc le formateur les voit systématiquement avant qu'ils ne prennent les véhicules, ce qui fait que on peut réduire les casses aussi à ce niveau-là et on peut jouer sur la sélection de nos chauffeurs. Alors aussi pour terminer, ça c'est un exemple d'un véhicule, c'est un véhicule Pélican, le 878. Ce tableau-là, il est mis chaque mois dans le véhicule. Donc il y a une information qui est donnée aussi aux chauffeurs pour savoir où il se situe. Donc on voit qu'ici, son objectif à atteindre pour 2012, c'est de 60 litres 72. Et on voit qu'ici, de mois en mois, il essaie de se maintenir à 59, ouais, plus ou moins. Et il a une moyenne actuellement au mois d'octobre de 59,43. Donc son objectif, il est déjà atteint. Le chauffeur, ça le motive. Et parallèlement à ça aussi, on a avec ce tableau, on a aussi différentes informations au niveau environnement et sécurité qui sont données aux chauffeurs pour les sensibiliser. Parce que c'est vraiment ça, le but, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde au sein de la société et pour que tout le monde puisse participer, en fait. Et c'est aussi super important qu'il y ait un retour vis-à-vis du chauffeur pour qu'il se sente impliqué, d'où les consommations qui sont affichées ici. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention qui était également très claire. Donc on vient de voir deux exemples de ce qui peut être mis en place à l'échelle d'une entreprise, également à l'échelle territoriale. J'ai trouvé l'exemple au niveau Serein qui était vraiment très inspirant et j'espère que ça donnera des idées aux institutions régionales également pour dupliquer une démarche de ce type-là. Et on a vu également donc, quels étaient les gains, alors bien sûr à l'échelle environnementale, donc la réduction de l'impact sur le climat, mais également des gains à l'échelle de l'entreprise. On a parlé de mobilisation des salariés, on a parlé de gains économiques. Derrière tout ça, évidemment, c'est de l'argent qui est dépensé, moins d'argent dépensé. C'est des améliorations en termes d'image. Alors on a parlé du greenwashing, donc du risque évidemment de tomber dans le greenwashing, qui est certainement une démarche très risquée à moyen terme. Et ça ne résout évidemment pas la problématique auquel on est confronté. Et en même temps, le temps file. On a pris un petit peu de retard pour le démarrage, donc on va quand même se prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions. Donc j'espère que vous en avez gardé quelques-unes. Je vous propose d'en prendre 3 ou 4, pas plus, parce que malheureusement, sinon on va complètement déborder et puis on prendra du retard pour le reste de la journée. Alors je vous écoute. Je vais faire circuler un micro. Bonjour, Colin Jury de A3I Innovation. C'était par rapport à la dernière présentation sur le bilan carbone de l'entreprise qui gère les déchets. Donc en fait, je voulais savoir pour l'incinération d'où provenait le CO2. Parce que je ne sais pas si vous avez pris en compte par exemple que le CO2 de la biomasse, c'était du CO2 biogénique. Donc il ne faut pas le compter dans le bilan carbone. Et pareil, dans le compost, est-ce que vous avez pris en compte des émissions de méthane? Parce que certes, le compost, logiquement, il ne devrait pas y avoir d'émissions de méthane, mais c'est rare qu'on soit tout le temps en conditions aérobie et on se retrouve forcément avec une production de méthane. Voilà, et les impacts évités, je voulais savoir si c'était de l'énergie et quel type d'énergie aussi qui avait été employé, qui avait été évité. Merci beaucoup. Fonctionne, oui. Je vais essayer de répondre à vos 3 questions qui sont très techniques. Et je ne suis pas une experte je ne suis pas
Voilà, j'ai pas étudié ça très profondément. Moi, j'ai étudié la science-économie et puis l'environnement. Donc, je me suis un peu formée sur le tas et j'ai cherché les informations. Alors, pour l'incinération, j'avais d'abord pris des chiffres généraux, donc qu'on retrouve dans toute la littérature. Et puis, j'ai été me renseigner dans les incinérateurs en Belgique, IPAL, et donc les endroits où on envoie nos déchets, et qui m'ont donné, eux, leur propre facture d'émission de taux de CO2. Alors, la question des déchets organiques, c'est ça, bio-organique, hein, Oui, la biomasse, oui. au sein de l'incinération. Oui, oui, dans les déchets que vous envoyez. Je pense qu'ils n'en tiennent pas compte. Donc, ils ont dit, ce facteur d'émission-là, ça sera juste le carbone. Voilà. Mais pour moi, si c'était l'incinérateur qui me donnait le chiffre, c'est le chiffre le plus proche de la réalité. Donc, je ne vois pas comment je peux aller plus loin. C'est juste un choix c'est une hypothèse qu'on pose. À partir du moment où on la pose et que je peux la justifier, pour moi, c'est bon. Le problème, c'est que ça vous donne beaucoup de poids à l'incinérateur. Et si vous avez beaucoup de biomasse qui rentre dans l'incinérateur, ça veut dire qu'il y a... Vous savez, la biomasse, elle séquestre 1 gramme de CO2. Si elle en émet 1 gramme après, ça fait un bilan de 0. Et ça pourrait être assez simple. Il suffit que vous évaluiez, suffit d'évaluer rapidement la biomasse qui rentre dans l'incinérateur. Mais on peut pas, on l'a pas, on ne sait pas. On a des déchets, nos ordures ménagères, on peut pas. On a déjà essayé de chercher cette part d'organique dans les déchets organiques, déchets ménagers, mais nous-mêmes, on ne sait pas dire dans notre poubelle la part. Donc non, ça c'est impossible. Voilà, c'était notre limite. Alors pour le compost, le méthane, vous demandiez si on comptabilisait le méthane. Alors oui, parce que notre dalle de compostage n'est pas optimale, et donc des émissions de méthane, on en a parce qu'on n'aère pas suffisamment notre tas de compost et que le tas est beaucoup plus gros qu'il devrait être. Donc oui, on a du méthane, donc il est comptabilisé. Il y avait une troisième question. Les impactivités, c'était quoi qui sont pris? Pardon? Quelles impactivités ont été prises en compte? C'était pour de l'énergie et quel type d'énergie? Ok. On a les trois, donc on a l'électricité, la chaleur qu'on récupère de bois qu'on brûle ou de tout ce qui ça s'appelle SRF, donc la valorisation énergétique. Donc les postes qui sont comptabilisés en émissions évitées, électricité, énergie, chaleur. Ça répond à votre question? Oui, merci. Alors, on va passer à une deuxième question, j'espère un petit peu moins technique. Bonjour, Philippe Dezon, TIA Énergie. La question que j'avais, c'était par rapport aux économies que vous avez faites. Donc on a vu pour réseau GDS, il y avait une centaine de tonnes évitées par an. Chez vous, sur la partie transport, on avait 28% d'économies avec l'éco-conduite. Donc si j'ai tout suivi, ça fait 900 tonnes par an, quelque chose comme ça. Quel coût vous avez eu besoin pour faire ces économies de tonnes de CO2? Oui, alors c'est une excellente question. En fait, il y a beaucoup de coûts de mise en œuvre dans ces démarches. Et les coûts de mise en œuvre, moi je pense en tant que dirigeant d'entreprise qu'il ne faut pas l'imputer de façon analytique aux tonnes économisées les premières années, parce que sinon vous ne ferez jamais rien. Parce que quand vous regardez le nombre d'heures qu'on a passé pour mettre en place, pour s'approprier, pour comprendre, pour imaginer, voilà. Si je comptabilise tout ça, c'est vrai que l'équation économique directe, elle est difficile. Et donc, pour moi, en termes de méthode, il ne faut surtout pas imputer le coût de la mise en œuvre à la tonne économisée, parce que sinon, vous n'avez pas de rentabilité économique. Le deuxième point, c'est qu'en revanche, dans la façon récurrente de travailler, on s'aperçoit que pour la plupart des éléments, ce n'est pas un surcoût. C'est-à-dire qu'on n'a pas... que ce soit les changements comportementaux, que ce soit le changement dans nos structures d'achat, que ce soit le changement dans nos processus, c'est pas en injectant des coûts qu'on a pu diminuer ces éléments de carbone. Donc je pense pas que... alors c'est une question ouverte, mais pour moi il y a deux écueils. Vouloir absolument avoir une rentabilité économique dès la mise en phase, parce que là vous n'y arrivez pas et vous ne faites rien. Entre parenthèses, on n'a pas non plus recruté des gens pour faire ça. C'est-à-dire qu'on est quand même sur nos coûts fixes. On pourrait aussi avoir une vue un peu plus
coût marginal en disant que notre coût marginal, il est très faible parce que c'est des gens qui ont pris sur leur temps de travail, qui sont un peu réorganisés, qui ont, vous voyez, comme dans la vie de tous les jours. Mais je ne crois pas que le coût récurrent soit significatif. On ne l'a pas évalué, mais que ce soit les changements d'habitude, les changements de processus, les changements de structure d'achat, on n'a aucune raison de penser qu'on dépense plus d'argent qu'avant. Donc ce n'est pas antinomique de l'efficacité économique, mais c'est un vrai sujet qu'on s'est posé au tout début du projet, qu'on a choisi de trancher en disant peu importe, on va mener notre projet, peu importe le temps qu'on y passe. Alors, on a eu aussi une société de conseil qui nous a accompagnés. Elle nous accompagne que la première fois pour mettre en œuvre tout ça, mettre en place cette démarche. On a aussi les coûts d'audit tous les 3 ans et avec un suivi annuel. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie de la démarche qu'on doit mettre en œuvre et on n'a pas plombé notre compte de résultats avec des dépenses inconsidérées qui ne vaudraient pas la peine de l'économie. Je crois qu'il y a beaucoup de tonnes qu'on peut rapidement économiser par des changements de comportement, des adaptations de stratégie, des adaptations d'achat qui ne représentent pas un surcoût pour l'entreprise. Mais c'est un vrai sujet, et d'ailleurs dans la littérature, on voit beaucoup de réflexions sur quel intérêt économique de la tonne économisée et combien d'euros on met à côté de la tonne économisée. Moi, je crois que si déjà on fait sur nous-mêmes, j'ai envie de dire à iso-budget, parce que vous voyez, j'ai pas non plus, à part ces quelques points précis, j'ai pas non plus dégradé la profitabilité économique de l'entreprise ou l'équilibre économique de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a tout ce travail qu'on doit déjà faire, et une fois qu'on l'a fait, je pense qu'après on pourra s'interroger réellement sur le coût incrémental d'aller chercher une tonne en plus. Et là, il faudra se poser la question où est-ce qu'on s'arrête et où est-ce qu'il est raisonnable de s'arrêter. En tout cas, moi j'ai quand même envie de dire qu'il ne faut pas qu'on plombe ce genre d'initiative par une analyse trop économique en amont, parce que c'est le problématique des énergies renouvelables aussi. Vous savez qu'aucune énergie renouvelable, sans les tarifs de rachat, aucune n'est viable économiquement. Bon, voilà, il faut trouver des modèles, il faut forcer un peu la machine pour pouvoir mettre en œuvre ces progrès. Mais vous posez une question qui va de plus en plus s'affirmer dans les années à venir. Une autre façon de réfléchir à cette question économique, c'est finalement, si je ne fais rien, quel risque je fais prendre à mon entreprise à moyen terme si le baril passe à 150, à $200 par exemple. Et c'est vrai que réfléchir de cette manière-là, ça peut également pousser à l'action. On va prendre une toute dernière question, parce qu'il est bientôt 10h10. Monsieur. Gilles Lematte, Véleda. Je voulais poser une question à ces messieurs de Réseau Gaz de Strasbourg. Vous avez parlé d'unités qu'il a fallu transformer en tonnes de CO2. Est-ce que ça vous a amené à remanier profondément, par exemple, vos outils en contrôle de gestion, par exemple ? Alors, la réponse directe est non. Puisque, alors, je n'ai pas parlé effectivement des périmètres. Donc, vous savez que l'outil de départ, c'est l'ADEME qui le fournit, l'ABC maintenant. Donc, qui, en fait, incrémente un facteur d'émission en fonction de vos valeurs. Donc, sur ce facteur, nous n'agissons pas. Donc, par contre, nous mettons nos valeurs au départ. Je prends un exemple très simple. Les immobilisations, ça se passe en euros et ça restera en euros. Donc, nous n'avons pas eu à changer quoi que ce soit au niveau de nos calculs de valeur. Alors, on peut parler du kilowatt de gaz transité, on peut parler de la tonne de matériaux transportés. Donc nous, sur le fond, nous ne changeons rien sur nos valeurs. Par contre, là où il y a le plus grand changement, je dirais, c'est mettre en place des circuits courts et économiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est également nos valeurs de calcul. Je prends un exemple très simple. Nous faisons livrer 100 tonnes de tuyaux acier. Le chauffeur part de Paris, vient livrer à Strasbourg. Nous avons pris simplement via Michelin. On a calculé la distance Paris-Strasbourg en pensant qu'il viendrait directement. À partir du moment de la certification, ce qui a changé, c'est que l'agent qui réceptionne la marchandise va lui poser la question d'où est-ce qu'il vient, combien de kilomètres il a parcouru pour nous, etc. etc. C'est plutôt la méthode de comptabilité de la valeur qui va changer.
j'espère avoir répondu à votre question. Très bien. Écoutez, on va en rester là. Je tiens à remercier nos 5 intervenants pour leurs expériences, leurs témoignages très clairs. Merci d'être venus de Belgique également, à vélo. Et puis, je tiens à vous remercier également dans la salle pour votre participation. On va poursuivre maintenant le forum et j'espère qu'on sera amené à se recroiser. Merci encore.